Bonjour, ici Simon Durivage, bienvenue au match des élus. Scène provinciale québécoise cette semaine. Mes invités, Alain Paquet, député libéral de Laval-des-Rapides et ministre délégué aux Finances. Bonjour. Bonjour. François Bonnardel, député caquiste de Shefford. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Marceau, député péquiste de Rousseau. Critique en matière de finances aussi, évidemment, parce qu'on va parler du budget. Évidemment, c'est la semaine du budget. Et on va aussi parler, évidemment, aussi des grèves étudiantes et du cul-de-sac dans lequel on se retrouve. C'est impasse totale, là, personne ne veut bouger. Alors, on commence avec le budget, messieurs. On n'a pas le temps de tout dire, évidemment, parce qu'il y en a épais, là, mais commençons avec le doublement de la mise du gouvernement de l'État de 500 millions à 1 milliard dans l'actionnariat d'entreprises minières là, pour développer le Grand Nord. Il n'y a rien de plus risqué que des investissements dans des minières. Tout le monde sait ça, M. Paquet. Est-ce que vous ne jouez pas un petit peu avec l'argent des Québécois? Là? Non, parce qu'il y a une différence entre jouer avec l'argent des Québécois et faire des choix sur une base d'affaires. Vous savez, les Québécois veulent qu'on aille chercher notre juste part des ressources naturelles. Ça veut dire notamment les redevances. Et on va obtenir 14 fois plus dans les 10 prochaines années que les 10 années précédentes sous l'Ancien Régime. C'était rien, là. Ben, exactement. 14 fois plus que rien, c'est pas beaucoup. Ben, c'est-à-dire qu'on parle quand même de 14 milliards. Hein, 4 milliards. 4 milliards pardon, sur 10 ans. 4 milliards, effectivement, de redevances ces 10 prochaines années. On parle de 6 milliards juste dans les dernières années au niveau. Moi, c'est risqué un investissement minier, oui, vous le savez. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des choix. Par exemple, les choix qu'on va faire sur une base d'affaires font en sorte que les participations, pas avec une règle automatique où c'est le même pourcentage dans toutes les entreprises, là, sur une base d'affaires, il y a des choix qu'on peut faire qui vont être porteurs. Il y a des risques calculés à prendre. Les politiciens, êtes-vous des gens d'affaires? Est-ce que les fonctionnaires, c'est des gens d'affaires? Il y a des gens d'affaires au Québec, une expertise qui est là. C'est différent de ce que les gens nous ont dit, oui, mais ça ressemble à ce que le Parti québécois faisait auparavant et que vous aviez critiqué. Il y a une différence parce que je me souviens, Mme Marois, à l'époque, et la super SGF avec Claude Blanchet, ils voulaient investir dans Moselle Vitelic, qui n'a pas fait long feu à Taïwan. Les Allemands ne voulaient pas investir là-dedans. La Grande-Bretagne ne voulait pas investir là-dedans. Eux, c'était pas une base d'affaires. Il y a vraiment une différence fondamentale à cet égard-là. Il faut faire des choix qui sont judicieux au niveau économique, une participation dans des projets où le Québec va avoir des rendements à moyen terme et long terme. Et c'est l'objectif qu'on poursuit. Est-ce que ça vous rassure? Le modèle de la Norvège fonctionne un peu comme nous le souhaitons. On voulait, de notre côté, mettre 5 milliards qui va être géré par la Caisse de dépôt de placement pour, oui, prendre des prises de participation, au-delà donc des redevances qu'on va aller chercher qui sont à hauteur de 300, 400, 500 millions de dollars et plus dans les prochaines années. Je pense que prendre des prises de participation gérées par la Caisse de dépôt... Mais la Caisse va le faire avec le CN. Ils vont construire un le problème que je vois vis-à-vis l'augmentation de la participation, on la salue dans une certaine mesure, mais il y a beaucoup de sociétés ou d'organismes qui vont être responsables du Plan Nord. Il y a la Société du Plan Nord, il y a le Fonds du Plan Nord, il y a Ressources Québec aujourd'hui, on va combiner la SOQEM et la SOQIP aujourd'hui, qui n'existaient presque plus les années auparavant. Et dans ce contexte-là, ben là, on se dit, c'est des ressources, c'est pas un guichet nécessairement unique pour les entreprises minières qui vont vouloir développer le Québec. Mais je pense qu'au bout de tout ça, les Québécois doivent se dire, on doit prendre des participations minoritaires dans ce contexte-là, être bien épaulé de la part de la Caisse de dépôt pour savoir si exactement... C'est des ressources non renouvelables, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça veut dire que dans 20, 25 ans, 30 ans, là, il faut renflouer tout ça, puis les gens vont repartir, mais je pense que dans une certaine mesure, on va saluer le fait qu'on augmente l'augmentation. Et faire le ménage, on en parlera une autre fois de ça. Oui, M. Marceau, qu'est-ce que vous dites au PQ là-dessus? Ben, nous, on a demandé déjà au gouvernement d'aller dans cette direction-là et donc on est favorable à l'idée d'avoir des participations dans les projets miniers. Par ailleurs, il faut voir que le gouvernement ne fait que corriger, dans le fond, une situation qu'il a laissé dépérir. Il y avait au Québec la SOQEM, la SOQIP, Hydro-Québec même, qui était propriétaire de permis d'exploitation et aussi au sein desquels il y avait de l'expertise. Là, il y a, dans le cas de la SOQIP, par exemple, elle était propriétaire des permis d'exploitation dans le Golfe. Hydro-Québec était propriétaire des permis sur l'île d'Anticosti. Et ça a été cédé au secteur privé. Puis là, on va racheter, là. On va racheter. Alors ça m'embête beaucoup. Là, dans le fond, on refait ce qu'on n'aurait pas dû laisser tomber. La deuxième chose, puis c'est important parce que vous avez parlé de profit, d'aller chercher de l'argent, mais il y a aussi toute la question de l'expertise. Il faut qu'au sein de ces sociétés d'État-là, une expertise se développe, qu'elle nous permette par la suite de négocier pour tous les autres projets. Il faut développer l'expertise, par contre. C'est ça, il faut la développer. Mais pour ça, être propriétaire, être actif au sein de l'exploitation, c'est une bonne chose. Droit de réplique, 15 secondes, parce que je veux il y a bien d'autres choses que je vais aborder dans le budget. Une question d'équilibre. Ressources Québec, c'est avec Investissement Québec, les filiales Investissement Québec vont faire ce travail à cet égard-là. Les investissements qui vont être faits correctement, judicieusement, mais c'est très différent de l'idée de tout nationaliser et de prendre tous les risques. On veut prendre une partie, on veut prendre peut-être certains risques calculés, on veut les rendements qui viennent avec, et minoritaires.
faire. Un autre dossier complètement, c'est la santé, la fameuse taxe de 200 $ qui a été annoncée l'année dernière, là, puis en fait, il y a 2 ans, puis qui entre en vigueur maintenant. Là. Pourquoi vous ne l'avez pas modulé? Bien des gens vous ont dit, ça n'a pas de sens que riches ou pauvres, on paye 200 $. Il y a bien des gens qui n'ont pas les moyens de D'abord, payer savez-vous que 60 des ménages québécois, 2,2 millions, paient rien ou une partie de la contribution santé. 25 ne paient aucune contribution santé. Les crédits sont déjà ajustés pour ça, premièrement. Rien, les 40 qui restent, là, bon. Il y en a qui ont moins de moyens que d'autres. Savez-vous ce que le Parti québécois propose par ailleurs? Hein? Ils disent ils proposent aux Québécois... mais je vous demande pourquoi vous ne l'avez pas modulé. Regardez, la modulation qu'eux proposent, là, de faire appuyer sur 116 000 Québécois, gagnant 130 000 $ québécois, le Parti québécois propose, hein, fait en sorte que finalement, ils vont dire aux gens, on fait miroiter la possibilité de vous sauver 200 $, et vous, pourtant, le système de santé, vous en bénéficiez, mais on met votre emploi en péril, on met votre job en péril, parce que en ayant un taux d'imposition qui soit au-delà de 50 %, le plus élevé en Amérique du Nord, qui on prend fédéral et provincial ensemble, c'est directement miner la compétitivité des entreprises, c'est amener la précarité des emplois, et ça, c'est démontré clairement. Là. OK. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Marceau? Bon, premièrement, sur les chiffres, là, ça rapporte 1 milliard. 1 milliard fois 200. Ça rapporte 1 milliard de $. Ça prend 5 millions de personnes qui la paient, là. 5 millions de personnes qui la paient pour rapporter 1 milliard. Donc, les 40 % des ménages qui ne paient pas, là, ça n'a pas de sens. Bon, deuxièmement, c'est la forme de taxation la plus injuste qui soit. Troisièmement, il y a, dans le retour à l'équilibre budgétaire, le gouvernement augmente les impôts des particuliers, là, pour à peu près 8 milliards de $ quand on prend l'ensemble de ce qui a été annoncé. Nous, on pense que pour 1 milliard de ces 8, là, 1 milliard, là, il faut demander à des contribuables à qui on n'a pas demandé de faire un effort particulier, et on demande aux plus nantis de faire cet effort-là. Donc, on va abolir la taxe santé, 200 $ par adulte, 400 $ par famille, et on va demander à nos contribuables les plus nantis, à qui aucun effort particulier a été demandé dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire du gouvernement, on va leur demander de faire cet effort supplémentaire. Monsieur Bonaparte. La contribution santé, du côté de notre formation politique, on veut la moduler en proportion du revenu des Québécois, mais quand on parle de l'offre de services, lors du budget de 2010, on est allé chercher 16 milliards de taxes additionnelles pour retrouver l'équilibre budgétaire. Ce sont les Québécois qui ont payé pour ça. Quand je parle d'offre de services ou de qualité de vie des Québécois, la moitié de la paye d'un employé ou des gens qui nous écoutent aujourd'hui va déjà au système de santé pour soutenir donc ce système. La moitié des impôts. La moitié des impôts. La moitié des impôts qui va donc pour soutenir le système de santé qui coûte 31 milliards. Mais celui ou celle qui paye 200 $ demain matin, là, il n'y a pas de médecin de famille qui est arrivé au téléphone pour Mme Tremblay qui en avait déjà pas parce qu'il y a 2 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Il n'y a personne qui a vu des délais d'attente passer de 16 heures à 2 heures dans le système de santé. Alors, l'offre de service n'a pas changé, malgré le fait qu'on est allé chercher 1 milliard de plus d'argent. Non, monsieur, je veux parler de la dette parce que ça, c'est important dans le budget, là. Et le gouvernement ne s'attaque pas à la dette avant quelques années encore. On a une dette de 175 milliards au Québec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, ça veut dire 25 000 $ là, sur notre dos à chacun comme contribuable, c'est ça que ça veut dire. On est 7 millions de Québécois, 175 milliards de dettes. Elle va augmenter de 10 milliards l'année prochaine et de 11 l'année d'après, avant qu'on commence à rembourser 2 petits milliards et demi, nous a annoncé M. Vachon cette semaine. Ça commence à être sérieux, là, M. Paquet, cette dette-là. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à nous? Ce qu'on aurait laissé comme héritage à nos enfants, c'est l'état de délabrement des infrastructures publiques qui, pendant 27 ans, tous les gouvernements de 1976 à 2003 les avaient négligés. Alors, depuis 9 ans, là, on a investi 63 milliards au bas mot des infrastructures. Alors, l'alternative aurait été quoi? De continuer à les négliger? C'était pas notre choix. On l'a financé par de la dette, parce que ça va durer longtemps. Puis des mauvaises infrastructures, ça a un impact direct sur la croissance économique, la prospérité et le salaire des travailleurs avant impôt. L'alternative aurait été quoi? On peut avoir une autre vision. On aurait pu continuer à négliger, c'était pas la nôtre. J'aimerais savoir ce qu'est leur position. Est-ce qu'ils auraient augmenté les impôts de 7 milliards par année pendant 9 ans? C'est un choix. Ça aurait tué l'économie, mais ça n'aurait pas d'allure. Est-ce qu'ils auraient sabré la tronçonneuse en santé ou en éducation pour 7 milliards par année pendant 9 ans? Ça aurait été un choix, c'est pas le nôtre. J'aimerais s'entendre le choix de l'autre côté qu'on entend. On n'a pas le choix. Parce que non, mais le poids de la dette... Parce qu'elle augmente de 10 milliards. Un dernier exemple, le poids de la dette par rapport au PIB a augmenté de 2 points de pourcentage depuis 2003. À cause de la récession. Non, mais le PIB, vous savez, une entreprise, lorsqu'elle investit... Ça, les gens ne comprennent pas ça. Non, mais regardez bien. Vous savez, une entreprise qui fait des revenus, elle investit. Mais si on emprunte pour financer qui permet d'augmenter la capacité de produire comme une entreprise, on est gagnant. Alors, si on n'avait pas fait ça, c'était tuer l'économie québécoise. Et juste en Ontario, le poids de la dette est passé de 29 % à 42 % sur les mêmes périodes.
Et savez-vous quoi? Le coût d'emprunt au Québec, l'écart par rapport au taux d'intérêt ontarien, a baissé. Les agences de crédit qui sont indépendantes lorsqu'ils jugent l'état des finances publiques connaissent très bien les chiffres. Ils regardent ça avec toute la froideur nécessaire, reconnaissent que le Québec avait un plan crédible. On a contrôlé les dépenses, le déficit tombe à zéro et la dette va diminuer. C'est la première fois dans l'histoire du Québec que les intérêts sur la dette, pour ceux qui nous écoutent, la première fois dans l'histoire du Québec que les intérêts sur la dette vont dépasser 10 milliards de dollars pour l'année 2012. Pourcentage de l'économie. 10 milliards 500 millions. Ça, c'est 28,5 millions de dollars d'intérêts par jour. La problématique, monsieur Paquette, elle est là. La marge de manœuvre n'existe plus. Vous avez saigné les Québécois en termes de taxes depuis 2010. Et maintenant, le fait que le choc démographique, il va y avoir de moins en moins de monde sur le marché du travail à partir de 2016. C'est 3 travailleurs pour un retraité, au-delà de 9 pour un 40 ans plus tôt. Donc, protéger les acquis sociaux. Protéger les acquis sociaux que nos parents, grands-parents ont payés depuis 40 ans. Les infrastructures. OK. Oui, mais au-delà de tout ça, moins ça a de été négligence. Non, vous avez dit vous-même, il y a eu une négligence de la part de 2 formations politiques pendant 40 ans. Monsieur Bonnardel, dites-moi, il reste moins de 2 minutes là-dessus. Là. Qu'est-ce que vous feriez, vous autres, si vous à la étiez au base, pouvoir? en premier lieu, il faut s'attaquer à des paliers administratifs qui sont les agences de la santé qu'on veut abolir, les commissions scolaires. Aller faire le ménage chez Hydro-Québec avant de taxer et de saigner Québécois. Vous n'allez pas faire 10 milliards d'économies avec ça, non, là. je le sais très bien. Mais au-delà de tout ça, les Québécois veulent quoi, Monsieur Paquette? Ils veulent des services. Vous avez taxé les Québécois à hauteur de 16 milliards. Au bout du compte, le taux de décrochage scolaire n'a pas changé. n'a pas changé. Le système de santé n'est pas amélioré. Ça, c'est une promesse que vous avez dit en 2003. Alors, les Québécois vont se dire, OK, je vais me serrer la ceinture d'un trou de plus, mais est-ce que j'ai des services additionnels? Non. Monsieur Parceau, qu'est-ce que vous feriez au PQ, là, avec la... Juste avant, sur le constat, si vous permettez, là, parce que là, la dette, elle a augmenté de 63 milliards depuis 2003. M. Charest est responsable de 33 de la dette. 33 de la dette. Et notre dette, elle augmente essentiellement, là... Ça fait 40 ans que le Québec s'endette, là. OK? Ouais, mais PQ, regardez, libéraux il y a des rythmes. Elle avait augmenté de 11 milliards sous le Parti québécois. Sur les 2 derniers mandats du Parti québécois, elle a augmenté 63 milliards depuis que M. Charest est arrivé. Mais peu importe, et juste que ça soit clair, là, il y a 2 raisons pour lesquelles notre dette augmente. Premièrement, parce que nos dépenses sont plus grandes que nos revenus année après année. Puis deuxièmement, effectivement, parce qu'on investit. Et dans les 2 cas, il faut agir. Il faut contrôler les dépenses annuelles. Qu'est-ce que vous feriez, Il faut s'attaquer à la santé. C'est le plus gros bloc, c'est la santé. Il faut informatiser. Diminuer le budget de la santé? Non. Il faut réduire le taux de croissance des dépenses en santé, c'est fondamental. Il faut informatiser les dossiers des patients, réussir à faire ça. Il faut débureaucratiser, ça c'est une évidence. Il faut plus de délégations. Les gens qui font des actes qui coûtent cher comme les médecins, les actes doivent être posés par des pharmaciens. Il faut financer selon le volume de soins plutôt que selon l'histoire. Mais tout ça est en branle, là. Non. Ben oui, absolument. En tout cas, il y a un comité de créé pour financer les hôpitaux selon... Laissez-moi finir. Il reste les soins à domicile. Ouais. Les soins à domicile, là, un aîné qui est de 75 ans et plus, qui est à l'hôpital, ça coûte 200 000 $ par année. Si vous le mettez dans un CHSLD, c'est 60 000. Si c'est quelqu'un qui a le maximum de volume de soins à domicile, c'est 25 000. Il faut mettre de l'argent. Combien mettriez-vous d'argent sur le remboursement de la dette? Là? Pas l'intérêt sur la dette. Combien mettriez-vous d'argent et quand? Il faut faire de véritables surplus. Il n'y a pas de chiffre. Il faut un véritable surplus. Hein? Il faut abolir le fonds des générations. Il faut abolir le fonds des générations, M. Paquette, prendre l'argent des redevances hydrauliques et l'appliquer directement sur la dette. Les agences de crédit, quand ils entendent M. Bonnardel, si jamais, il n'arrivera pas, mais s'ils arrivaient qu'il était en charge des finances publiques, là, nous décoteraient automatiquement demain matin. Les agences de crédit ont reconnu que le fonds des générations est un outil valable. Ils ont reconnu que le plan de retour à l'équilibre budgétaire était suivi. Et sous le Parti québécois, le taux d'endettement était de 59 en 98. On était à 55 après une récession. En reprise économique, l'endettement augmentait et le poids de dette augmentait. C'est la réalité, ça, M. 20 secondes chacun. Monsieur, le rendement du fonds des générations, c'est 2,1 sur 5 ans. Le taux d'emprunt est 4,5. Une année mauvaise, c'est le rendement n'est pas là. Il n'y a personne à la maison qui crée un effet de levier avec la carte de crédit du moment où le papa là. On a ces agences de crédit, en plus des crédités que vous en avez. Prenez l'argent des redevances et appliquez-le directement sur la dette. 20 secondes. Oui, je vous ai parlé de santé. Le deuxième bloc, c'est les investissements. Il faut il faut éradiquer la corruption, la collusion qui fait en sorte que ça nous coûte trop cher, premièrement. Deuxièmement, il faut redonner de l'expertise à l'État en transport, au Conseil du Trésor en informatique, parce que là, il y a des gros volets d'investissement qui nous coûtent trop cher. Ça, ce sont des choses de base, si vous voulez vous attaquer aux deux choses. Vous remarquerez qu'ils n'auraient pas investi ou ils auraient augmenté les impôts. Je ne sais pas comment ils l'auraient financé. On parle de la grève des étudiants après la pause. Je ne pense pas que vous entendiez beaucoup là, sur ces questions-là, mais on va parler de la grève des étudiants après la pause. À tout de suite, restez avec nous.